Jean-Pierre Eskenazi, je vous trouve là dans les locaux du Comédia, où un dimanche de février va être projeté Le Dictateur de Chaplin. Et Chaplin, c'est aussi le titre d'un livre que vous venez de publier aux Presses universitaires de Lyon. Alors, quand ce film est sorti en 1940, c'était un véritable événement de par la nature du sujet qu'il traitait. Oui, Le Dictateur est un film exceptionnel. C'est une des seules grandes œuvres d'art populaires qui s'est sortie sur le nazisme, avec, disons, Guernica et puis peut-être Alexandre Nevsky aussi d'Eisenstein. Et c'est un film exceptionnel parce que personne n'en voulait, ni Hollywood, ni le Congrès américain, ni Roosevelt. C'est un film qui s'est fait par la volonté de Chaplin et aussi, bien sûr, de par son indépendance financière qui lui a permis de supporter les coûts. Il n'aurait trouvé aucun argent pour faire un tel film. Dans ce film, il y avait déjà tout ce qu'on découvrira après, en particulier à la libération des camps, dont on vient de fêter l'anniversaire. Il y avait déjà les camps qui étaient présents, il y avait déjà le ghetto, il y avait déjà les magasins fracassés. Absolument, absolument. C'est un film qui... D'ailleurs, il est tout à fait remarquable que les gens qui sortent du film pensent que le film a été fait en 45, 48, enfin après-guerre, alors que le film est fait donc préparé en 38, 39 et sort en 40. C'est un film qui annonce de manière explicite l'extermination des Juifs, qui dit de façon explicite le programme d'Hitler. Donc oui, c'est un film absolument remarquable. Chaplin avait travaillé avec son scénariste de façon très très précise sur ce qui se passait en Allemagne. Il connaissait beaucoup de choses et il a voulu le faire passer, mais à l'intérieur d'une comédie, hein, c'est-à-dire pour son public, pour le public de Charlot, c'est-à-dire le personnage le plus populaire du monde entier à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que Le Dictateur constitue un tournant dans la filmographie de Chaplin, dans son engagement en particulier politique? Oui, certainement. Disons, Les Temps modernes est déjà un film très très engagé. Ça lui avait coûté le succès. Il y avait beaucoup de républicains aux États-Unis qui n'ont pas voulu aller le voir parce qu'il était... Il critiquait le capitalisme, quoi, le Fordisme. Voilà, et voilà, exactement. Il critiquait le capitalisme de manière très nette et très claire. Mais là, bon, il passe une nouvelle étape et il n'empêche que le contexte fait que la déclaration de guerre d'Hitler le jour de Pearl Harbor, une grande faute politique, a fait que les Américains s'engagent immédiatement et que le film va bénéficier en quelque sorte, entre guillemets, de cette déclaration de guerre pour avoir un très grand succès. C'est l'un des plus grands succès financiers de Chaplin avec Les Lumières de la ville. Alors certains font un parallèle, enfin pas un parallèle, mais tissent des liens entre ce film qu'il a fait sur la guerre de 14, sur les tranchées, et puis ce film-là, avec d'ailleurs finalement le parallèle aussi de l'histoire de Hitler, hein, et cette revanche que l'Allemagne veut prendre, poussée par Hitler, sur la défaite de 1914-18. Absolument, puisqu'il y a un prologue sur le barbier pendant la guerre de 14-18, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au film Qui Charles. essaye de sortir des tranchées, puis qui finalement fera des traînées avec d'autres soldats. Voilà, avec le film Charlot Soldat, tourné en 1918, où cette fois-ci le soldat Chaplin, le soldat Charlot, se trouve du côté des Alliés. Et donc en fait, je pense que là, c'est le passage de ce personnage de Charlot au barbier juif, qui est le personnage essentiel donc du dictateur, avec bien sûr Hinkel, le dictateur, qui est marqué. La différence avec le cinéma d'avant se trouve, enfin, est indiquée dans ce film grâce justement à ce prologue et à la différence qu'il y a avec tout ce qui va se passer par la suite, hein. Et au fait, bien sûr, que ce film-ci est parlant et que c'est le premier grand film parlant de Chaplin et qu'on entend la voix de Chaplin pour la première fois dans la bouche d'ailleurs d'Hinkel, hein, dans la bouche du dictateur, grognant cette langue, baragouinant cette langue inventée par Chaplin pour mettre en scène les discours d'Hinkel, Hitler. Ce Chaplin marque aussi avec ce film la prise en main totale de sa production, c'est-à-dire qu'il est à la fois le producteur, il finance, il tourne, il joue et il compose même la musique. Exactement. Alors ça, c'est la volonté de Chaplin. Dès qu'il est arrivé à Hollywood, de se rendre complètement indépendant financièrement, il arrive par étapes, dès les années 20, grâce à une unité d'artistes et son alliage avec son alliance avec les comédiens et metteurs en scène de l'unité d'artistes. Donc là, ce film-là, eh bien, il le fait de manière indépendante et de manière absolument libre, hein. C'est lui qui choisit, malgré les pressions, tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y déroule. Et son engagement, là, est absolument
visible dans toutes les parties du film. Et c'est en même temps la manifestation de finalement tout le savoir-faire qu'il a accumulé, parce qu'il est monté très très tôt sur les planches, à 6-7 ans, et il a fait beaucoup de tournées, et tout ça finalement, ça se concrétise là dans Le Dictateur. Alors, bon, ça se C'était concrétisait. déjà, hein, mais... Oui, voilà, ça se concrétisait déjà dans quelques autres films, dont Les Lumières de la Ville. Mais c'est absolument exact que finalement l'apprentissage de Chaplin en Angleterre est son principal bagage pour faire des films. Et c'est avec ça qu'il développe ce talent, avec un art du cadre et du déséquilibre dans le cadre qui lui appartient personnellement.